FIP Normandie. Voilà, nous sommes ensemble pour voilà, 2 heures d'apport et puis aussi d'échange sur cette question un peu épineuse voilà, la notion de cancer et de travail. Et l'idée, effectivement, c'est de pouvoir échanger avec plusieurs intervenants et vous-même. Donc, ce webinaire proposé en partenariat va aborder notamment la question de l'accompagnement des salariés malades d'un cancer, la notion de construction d'une démarche d'accueil et de retour au travail, et puis l'idée aussi qu'il faut préserver le collectif de travail durant cette absence voilà, de collègues, une absence qui peut être, peut être parfois assez longue. Donc, on a voulu ce webinaire comme étant un webinaire collectif. Donc, voilà, on est plusieurs à intervenir. Donc, Sophie Morel, chargée de mission à l'ARACT Normandie. Je vais passer la parole à mes collègues intervenants. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Séverine Le Sueur, chargée de mission également à l'ARACT Normandie. Je prends le relais. Donc, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue parmi nous. Donc, moi, je suis Élodie Kibel. Je suis chargée d'études et de développement à la GFIP Normandie. Juste, j'en profite pour le démarrage de ce webinaire pour vous dire qu'il est enregistré. Donc, pour ceux qui souhaiteraient poser des questions et intervenir au cours de la présentation, vous pouvez couper vos caméras pour ne pas être enregistré par rapport à votre droit à l'image. Voilà, je passe la parole à Ludovic. Bonjour à tous, donc Ludovic Brégeot, directeur du développement de la structure SC Conseil et directeur des partenariats Lagnac Lasso, donc développer une expertise sur l'accompagnement des personnes qui ont été touchées par un cancer sur le retour à l'emploi. On en dira plus tout à l'heure. Et maintenant, je passe la parole à Valérie. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Bligny et je suis ici en tant que témoin parce qu'il y a 3 ans, on m'a diagnostiqué un cancer. J'ai repris le travail il y a 1 an environ, donc je suis là pour témoigner un petit peu de mon expérience. Merci beaucoup à vous. Alors, on ne va pas pouvoir faire un tour de salle parce que vous êtes nombreux. Il y avait à peu près un peu plus de 140 personnes qui se sont inscrites à ce webinaire. On va juste présenter de façon assez brève nos organisations. Donc, l'ARAC Normandie, l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Nous sommes vraiment au service des TPE, PME pour améliorer les conditions de travail et accompagner l'entreprise avec un grand E dans cette dynamique d'amélioration des conditions de travail. Donc, avec un focus sur l'organisation du travail et puis les relations professionnelles. On est un établissement public administré par l'État et puis les partenaires sociaux. Et nous sommes donc 16 directions régionales dans toute la France. Merci. Élodie, on te laisse présenter la GFIP. Oui, donc nous, à GFIP, on est présent sur l'ensemble des territoires métropolitains et outre-marins. Donc, nous avons des délégations régionales dans chaque région. Et on a aussi un siège social à Bagneux. Donc, on est environ 500 salariés sur du coup des missions différentes. Donc, nous, on est organisme de gestion d'un fonds pour l'emploi des personnes handicapées que nous reversons intégralement pour des actions vers les personnes et les entreprises. Donc, nos actions, c'est vraiment d'être là pour accompagner les entreprises et les personnes, notamment sur tout ce qui va être de l'ordre d'un accompagnement financier. Je pense notamment à des aides sur l'aménagement des situations de travail, sur des innovations pédagogiques et coûts de formation. Et on a aussi une offre de conseil et d'accompagnement auprès des entreprises. Donc, c'est aussi pour ça que nous proposons des webinaires, puisqu'on anime un réseau des référents handicap en Normandie, mais aussi au niveau national. Et puis, on va aussi développer des partenariats avec les acteurs locaux, que ce soit du SPE ou bien acteurs plus institutionnels.
Ludovic, je laisse… Oui, donc je vais vous présenter très rapidement SC Conseil, donc nos différents cadres d'intervention. Donc SC Conseil, c'est une société qui est basée à Lyon et on intervient sur toute la France. On est une équipe d'une dizaine de personnes et les différents cadres d'intervention sont l'accompagnement des structures, mais tourné vers l'humain. Donc, et axé sur la mobilité professionnelle et le retour au travail. Donc, on a 2 programmes principaux concernant le retour à l'emploi. On a donc le programme Welcome Back, qui est donc pour travailler avec les structures et son écosystème pour accompagner les salariés et l'entreprise dans le retour après une longue absence et plus spécifiquement sur le cancer. Et puis l'autre programme que l'on a qui s'appelle l'ANIAC, merci. Donc là, c'est plus tourné vers les personnes sur un programme qui permet justement de créer une dynamique autour du retour à l'emploi et de la remobilisation suite à la maladie. Donc c'est une alternance de collectifs et d'individuels et surtout on travaille vraiment la reprise de confiance et tout ça, ça se fait sur la durée parce que ça prend du temps de se reconstruire après la maladie. Voilà. Et puis, on a tout un écosystème de partenaires avec lesquels on travaille et on intervient, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur toute la France, mais sur le programme l'ANIAC, sur Rouen très prochainement. Merci. Merci pour l'ensemble de ces présentations. Donc, avant de commencer en fait à entrer dans le vif du sujet, peut-être vous donner quelques éléments de contexte par rapport au cancer et au travail. Eh bien, vous dire que les cancers, plus largement les maladies invalidantes, ça nécessite une prise en charge longue, aléatoire, qui en fait inclut des périodes d'amélioration et de retouche. L'impact des maladies invalidantes, donc notamment des cancers, pose plusieurs types d'enjeux pour les personnes elles-mêmes, puisque la maladie donc, a des incidences économiques. Sans emploi, effectivement, se pose la question des revenus. Psychologiques, on verra tout à l'heure, mais le travail, effectivement, c'est un statut social, une identité. Et pour les entreprises, se pose la question du maintien dans l'emploi et de la prise en compte des conséquences de la maladie. Peut-être vous dire également que plus globalement, concernant les maladies chroniques évolutives, puisque le cancer fait partie des maladies chroniques évolutives, 20% de la population en fait est touchée, ce qui représente 15% de la population active. Et sachez que dans les quelques années à venir, eh bien, ce ne sera plus 15, mais 25% de la population en fait, qui sera touchée par une maladie chronique évolutive. Donc, au sein de notre réseau Enactaract, on a vraiment à cœur de prendre en considération l'ensemble des maladies chroniques évolutives au travail, et plus particulièrement aujourd'hui, en fait, le cancer. Alors, regardez, il y a environ 400 nouveaux cas en fait, de cancer par an, 3 millions de personnes qui vivent avec un cancer ou un antécédent de cancer, 20 à 40% d'entre eux qui sont en activité ou en âge de l'être. Chose aussi importante à retenir, c'est qu'une personne sur 5 touchée par un cancer n'est plus en emploi 5 ans après le diagnostic. Donc, c'est considérable aussi et je pense que tout notre intérêt aujourd'hui est de mettre le focal sur comment pouvons-nous concilier la maladie et le travail pour que le travail devienne vraiment un enjeu de facteur en santé. Alors, le salarié face au cancer. Sachez qu'effectivement, le salarié, lui, va avoir des atteintes physiques et cognitives par la maladie ou les traitements. Il va ressentir de la fatigue, des douleurs, des limitations cognitives. Ça peut être de la dépression, de l'anxiété, des problèmes cutanés vécus comme stigmatisants. Le cancer peut être aussi souvent synonyme d'isolement ou d'insécurité professionnelle, de rupture avec son parcours professionnel
et ça affecte l'employabilité. Donc, je vous l'ai dit, une personne sur 5, donc 20% environ des personnes en emploi qui ont perdu leur travail 5 ans après. Parmi les personnes en emploi suite au diagnostic, 55% ont gardé le même emploi, 17% n'ont changé, 6% sont au chômage, 8% en invalidité et 13% à la retraite. Donc, c'est des données importantes, significatives auxquelles il faut vraiment porter une attention particulière. Alors, les 3 étapes de la maladie à connaître, que l'on va aborder et que l'on va du coup mettre en exergue, c'est effectivement le diagnostic, c'est-à-dire l'annonce. Comment l'annoncer? Faut-il l'annoncer? Comment? Par écrit, par oral, par mail, par SMS, on verra cela. Le traitement, effectivement, ces périodes d'arrêt de travail, puisqu'il n'y a pas globalement un seul arrêt de travail, mais plusieurs arrêts de travail. Quels besoins, quelles attentes? Ensuite, après le traitement, c'est-à-dire qu'on revient au travail, mais on n'est pas forcément comme avant. Et puis, qu'est-ce qu'on peut envisager? Le temps partiel thérapeutique, le licenciement, la mise en invalidité. Mais on verra qu'en fait, il y a d'autres expérimentations qui sont en cours pour justement concilier le travail et le cancer. J'en parlerai tout à l'heure puisque le Nouvel Institut propose de l'expérimentation et nous permet d'appréhender au mieux la conciliation de la maladie avec le travail. Peut-être évoquer avec vous le témoignage de Valérie. Valérie, est-ce que vous pouvez nous parler de la découverte de votre cancer? Comment ça s'est passé pour vous et comment l'avez-vous appréhendé? Puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait effectivement des retentissements physiques et psychiques effectivement, à l'annonce de la maladie. Oui, tout à fait. Donc, en fait, j'étais suivie moi, c'était un cancer du sein et j'étais suivie pour un nodule un petit peu suspect. Et le jour de l'échographie, il avait évolué. Donc, on m'a diagnostiqué une première biopsie. Et donc, je trouvais déjà que c'était un petit peu mauvais signe et j'étais repartie me rhabiller et on revient me chercher en me disant d'aller passer un deuxième examen. Et le deuxième examen, la mammographie, on me prescrit également une biopsie. Donc là, je me suis dit 2 biopsies pour 2 raisons différentes, etc. Pour moi, c'était évident que malheureusement, la réponse ne pourrait pas être favorable. Et c'était le même jour, au moment du Covid, où Emmanuel Macron annonçait le confinement le mardi suivant, le premier grand confinement. Donc, en fait, tout s'est télescopé de façon assez brutale. Et l'organisation à mon travail, c'était que le lundi, nous devions tous nous présenter pour s'organiser pour le télétravail, etc., récupérer nos dossiers. Et moi, j'ai choisi de ne pas y aller parce que j'avais peur de contracter un virus, que ce soit le Covid ou autre chose, qui compromettrait cette fameuse biopsie qui avait lieu le jeudi suivant. Et après, qui aurait pu être mise, mais même de plusieurs mois. On ne savait pas à l'époque avec le Covid comment ça tournerait. C'était vraiment les 3 premiers jours. Donc, en fait, j'ai prévenu mon directeur par SMS en expliquant pourquoi je ne souhaitais pas venir ce fameux lundi pour cette organisation-là, quelle était mon inquiétude. Chose que je n'aurais pas faite normalement. Je pense qu'en temps normal, j'aurais attendu de passer les examens, puis d'annoncer la chose. Mais là, j'ai été contrainte par les événements d'en parler très, très tôt. Oui, donc vous avez effectivement été bousculée de par l'annonce de la maladie, mais également aussi dans le cadre de la période Covid. Le même jour. Valérie, vous pouvez nous dire votre métier? Oui, je suis assistante de direction dans un établissement scolaire. Et à l'époque, déjà, je travaillais à temps partiel, donc à raison de 24 heures par semaine. Très bien. Merci pour cela. On va parler des effets indésirables liés au traitement, puisque selon l'enquête de l'Observatoire sociétal des cancers de 2018, parmi les patients traités pour un cancer, eh bien, regardez,
il y a de la fatigue chronique, il y a de la douleur chronique, il peut y avoir de la dépression pour 10%, des troubles de l'humeur, variation de poids et des difficultés sexuelles. Sachez que ces dommages sont susceptibles de s'installer dans la durée et peuvent altérer de façon significative la qualité de vie des personnes. Les politiques de santé visent à renforcer leur action pour soutenir le parcours de vie du patient. L'emploi est un enjeu central et fait partie de la stratégie décennale 2021-2031. L'un des objectifs, c'est de limiter les séquelles et d'améliorer la qualité de vie, notamment pour faire du maintien dans l'emploi un objectif de parcours. En effet, le travail vraiment contribue à la santé physique et psychique, mais permet de répondre aussi aux besoins des ressources financières correctes et des liens sociaux. Recherche de sens. Attention, quand on évoque effectivement ces répercussions, prenez note que vraiment ces répercussions peuvent être parfois non exprimées par la personne. Il n'est pas facile non plus de pouvoir en parler. Ces répercussions peuvent être sous-diagnostiquées, sous-évaluées par la personne elle-même, par les proches, mais aussi par les professionnels de santé. Donc, même si là, effectivement, on a conscience des effets indésirables, sachez que dans les entreprises, il est important de pouvoir avoir une attention particulière au regard de la personne qui annonce sa maladie et qui continue à un moment donné de travailler avec quelques arrêts successifs. Donc, une attention particulière, on le verra peut-être comment, de quelle façon on peut porter soutien et attention à la personne. Est-ce que Valérie, par rapport à ces effets-là en fait, qu'on a identifiés, est-ce que vous vous retrouvez vis-à-vis de ceci ? Oui, tout à fait. Je trouve qu'effectivement, c'est difficile de quantifier. Je pense par exemple à la fatigue. Il est difficile de dire d'où vient cette fatigue. Est-ce qu'elle vient au traitement passé? Moi, je suis encore en cours de traitement avec l'hormonothérapie. Est-ce que ça vient de l'hormonothérapie actuellement? Est-ce que ça vient du fait que j'ai 3 ans de plus qu'avant la maladie et que forcément, je suis plus fatiguée? C'est difficile aussi de savoir la source. Oui, des douleurs, ça arrive aussi de temps en temps par crise, etc. Mais c'est au niveau cognitif que je trouve que c'est un petit peu compliqué. Au travail, au niveau de la concentration, la mémorisation, de retrouver ses marques. C'est surtout ça que je trouve compliqué à appréhender. D'accord. Et est-ce que vous avez pu mettre en œuvre des stratégies justement pour faire face à cette fatigabilité, à cette problématique de concentration ? Alors, la fatigabilité, oui, parce qu'en fait, donc, j'ai commencé par un temps partiel thérapeutique à 16 heures et à l'issue duquel je suis restée à 16 heures. J'ai choisi de ne pas reprendre plus d'heures pour effectivement pallier cette fatigabilité. J'ai aussi peur du stress et ça, je pense que c'est pas bon d'avoir peur du stress. On sait que c'est un facteur important dans la maladie, en particulier dans ce genre de cancer. Et j'essaye de m'en préserver en restant à 16 heures et en me ménageant du temps pour la gestion et la logistique familiale également. Donc, ça. Et au travail, j'ai la chance d'avoir des collègues très, très bienveillantes, à l'écoute et qui me préservent elles-mêmes et on a trouvé un équilibre dans la répartition des dossiers et des horaires qui m'est très, très, très favorable. D'accord, très bien. Merci pour cela. J'évoque en fait ce point d'impact concernant l'organisation de l'entreprise également, puisque le cancer impacte l'organisation par effectivement l'absentéisme, par le recours au travail temporaire, la répartition de la charge entre salariés, parfois ça peut créer des tensions effectivement dans les équipes. Et puis la question du management de proximité, comment en fait on gère cette activité qui est quelque peu bousculée. Le facteur aussi peut être vécu comme un sentiment d'isolement. Ça peut également modifier les relations sociales et réduire la cohésion d'équipe. Ce n'est pas votre cas, Valérie, c'est ce qu'on a entendu, bien au contraire. Et c'est toute la reconnaissance que l'on a envers aussi votre organisation qui a pu apporter du soutien et de la cohésion
au sein de vos équipes. 43% des collaborateurs jugent que l'absence du salarié malade a perturbé l'organisation de l'entreprise. Et puis, eh bien, il y a un coût, effectivement, 500 millions d'euros par an environ, et une durée moyenne environ de 6 à 12 mois. Voilà pour cela. Alors, l'annonce, c'est la grande interrogation en se disant, mais préparer le départ ou les départs, annoncer ou ne pas annoncer, comment faire? Alors, sachez qu'il n'y a aucune obligation légale à annoncer son cancer en fait, à son employeur ou encore à ses collègues. La seule obligation que la personne a, c'est de transmettre l'arrêt maladie à l'employeur sous 48 heures afin d'être indemnisé et juridiquement couvert. C'est vraiment la seule obligation, il faut le retenir. C'est un choix purement personnel. Même en cas d'absence prolongée liée à un arrêt de travail, l'employeur n'a pas à connaître la cause. Néanmoins, on se rend compte que l'environnement professionnel, quand il le permet, eh bien, peut être soutenant, puisque cela peut être utile de l'évoquer pour faciliter les rapports et obtenir un soutien supplémentaire, pour ne pas susciter d'incompréhension qui risque de crisper les relations avec les collègues, et puis pour permettre de réaliser des aménagements dans l'organisation du travail en adoptant le rythme ou en facilitant le télétravail. Pour vous, Valérie, est-ce qu'à un moment donné, vous avez hésité à l'annoncer ou pas, ou est-ce que pour vous, ça a été tout de suite une évidence? Ça a été tout de suite une évidence parce que je travaille dans une structure assez familiale. Les rapports humains sont vraiment très, très positifs. Donc, pour moi, c'était évident que j'en parlerais. Parmi l'équipe, il y a même des gens que je considère comme des amis. Et voilà, l'ambiance est vraiment bonne et il n'y a personne que je souhaitais mettre à l'écart de tout ça. Je pense que la transparence, quand c'est possible, c'est quand même mieux pour ne pas susciter de crispation, d'incompréhension. On sait que je pense que ce que les gens peuvent s'imaginer ensuite, c'est forcément pire et ça peut desservir. Après, je comprends que certaines situations ne permettent pas ça, mais pour moi, ça ne m'est pas venu à l'esprit. Oui, oui, oui. Ça, c'est une chose importante et peut-être aussi vous informer que la Haute Autorité de Santé, en 2019, a produit une recommandation sur la pratique clinique qui veut dire que, en même temps que l'annonce, eh bien, on peut questionner sur aussi comment allez-vous faire pour continuer de travailler, puisqu'on s'est aperçu en fait qu'il y a une corrélation positive en fait dans le fait de travailler et l'espérance de vie en santé 5 ans après un cancer. Donc, c'est une corrélation positive, mais ça mérite d'être souligné pour faire le lien avec le travail. Alors, comme je vous le disais, pas d'obligation légale, donc effectivement, la personne a tout à fait cette possibilité de ne rien dire, de se concentrer en fait sur elle et son parcours de soins. Ou alors, elle peut décider d'en parler vraiment plus tard, de façon plus ou moins détaillée. Alors, à l'annonce de l'absence, si la personne décide effectivement d'annoncer sa maladie, à la personne de décider ce qu'elle va dire de sa maladie, quel détail elle va donner. Effectivement, ça peut être un soulagement de parler, mais ça peut être aussi pesant. À qui elle va le dire? Est-ce à toute l'équipe, à un collègue, un membre de la direction? Ou alors, en parler à une personne de confiance qui va retranscrire effectivement l'annonce en fait, au sein de l'équipe. Ça, c'est vraiment individuel. Comment elle va le dire et quand elle va le dire? Quand elle va le dire, est-ce qu'elle le dit au premier arrêt ou bien lorsque la personne a plus de visibilité sur la durée de l'absence? Comment elle va le dire? Est-ce par écrit, de vive voix à l'occasion d'une rencontre, par SMS? Enfin, tous les canaux en fait, de communication là, sont envisageables pour que la personne se sente vraiment le plus à l'aise pour passer l'information.
comment, en fait, Valérie, vous avez ressenti l'accueil de la maladie au sein de votre collectif de travail? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Beaucoup d'empathie, beaucoup de soutien. Alors à ce moment-là, nous étions tous, un petit peu exposés, chacun chez soi avec, le confinement. Donc beaucoup de messages et d'appels téléphoniques au début. Quelques visites quand ça a été autorisé, mais pas dès le début, et des visites, un petit peu particulières, il était obligatoire de se masquer, et cetera à l'époque. D'autant plus moi qui étais en traitement sans globules blancs, et cetera. Donc, c'était assez particulier, mais vraiment beaucoup de solidarité et d'empathie. D'accord, d'accord. Donc, ça a été vraiment un contexte de travail bienveillant, on peut le dire comme ça? Oui, ah oui, 100%. Et, La moindre pression, la moindre remarque, et cetera, que de la bienveillance, vraiment. ah ouais. Et on peut dire que les impacts ont été très positifs aussi sur votre morale, sur la Énormément. façon d'appréhender effectivement cette maladie. Alors absolument, je trouve qu'il y a eu un bénéfice, vraiment, au niveau humain, très fort au travail. J'ai même développé et noué de nouvelles amitiés, dans le sens où, bien souvent au travail, on s'entend bien avec les gens, on se croise, on échange quelques mots entre 2 portes, en toute cordialité, mais ça reste superficiel. Et là, les gens ont été amenés à venir me voir et forcément, les conversations sont différentes et j'ai vraiment noué de belles amitiés depuis. Donc, au niveau humain, un bénéfice très net. Donc, c'est un bel exemple en tous les cas, Oui. le soutien du collectif. Alors, la posture managériale, on va maintenant se placer du côté du manager. Comment peut-il appréhender l'annonce, le départ de la maladie? Eh bien, peut-être la clé d'entrée, c'est d'avoir une posture équilibrée, c'est-à-dire accueillir l'émotion du collaborateur, se rendre disponible. Vous l'avez évoqué, hein, le terme empathie et développer de l'empathie, c'est vraiment essentiel. Ça peut être aussi reformulé en fait grâce à l'écoute active. Ça peut être aussi la possibilité d'avoir un échange du coup qui va quelque peu toucher l'intimité de la personne, mais on voit que là, en fait, la maladie, malheureusement, elle ne s'arrête pas en fait aux portes de l'entreprise. La maladie, elle vient entrer effectivement au sein de l'activité et va se nicher dans toutes les missions, dans toutes les tâches, dans toute l'activité réelle. Donc, ô combien, eh bien, on peut inciter le manager à oser poser des questions, bien sûr à condition que celles-ci soient les plus respectueuses possibles. Respecter les silences, hein, parce que chacun va réagir aussi différemment, bien entendu. Et puis, donc, bien se préparer, c'est-à-dire se préparer à accueillir. Quel effet cette annonce a-t-elle sur le collaborateur, la collaboratrice? Comment aussi, eh bien, le manager va pouvoir reformuler, on a une phrase courte, hein, donc là, vous voyez, c'est se préparer. Il n'y a pas forcément de réponse forcément type, mais y penser à tout ça, et ô combien c'est important, parce que là, c'est le démarrage vraiment d'un cheminement et d'une intériorisation effectivement des effets de la maladie sur le travail, sur l'activité réelle, et donc il faut l'appréhender au mieux. Quelles ressources le collaborateur va pouvoir déployer? Sur quelles ressources le collaborateur va pouvoir s'appuyer également? Puis se préparer à accompagner. Quel aménagement prévoir? Quand prévoir peut-être un point à mi-parcours avant le départ? Comment je projette ma collaboratrice ou mon collaborateur à son retour? La posture d'accompagnement, obtenir l'écoute, informer sur les dispositifs d'accompagnement de l'entreprise, clarifier la passation de dossiers,
Valérie, hein, pour vous, ça a été un contexte un peu particulier. Est-ce que vous avez pu quand même anticiper, avoir une réunion de travail vis-à-vis effectivement de la dispatch, voyez, des dossiers? Comment ça s'est passé pour vous? Ça s'est fait de façon plutôt progressive. La chance que nous avons eue, c'est que nous avions recruté une nouvelle collaboratrice au bureau quelques mois auparavant, qui ne faisait qu'une dizaine d'heures et qui faisait d'autres tâches auprès d'élèves, de soutien sur ses autres heures, et qui donc a été complètement rapatriée, on va dire, sur des heures de bureau. Je la connaissais, je travaillais avec elle depuis quelques temps. Donc, ça s'est fait vraiment de manière fluide. Nous avons un groupe WhatsApp commun à l'équipe. Et sur notre Drive, j'avais créé en fait un tableau qui détaillait l'ensemble de mes dossiers avec les dates limites clés, les interlocuteurs, où se trouvaient les dossiers. Et je me suis vraiment rendue disponible à chaque fois que possible pour des précisions par message ou par appel téléphonique. Elle a très vite pris ses marques et les appels et les messages se sont un petit peu espacés, mais ça s'est fait vraiment de manière fluide. Et comme elle était déjà là au bureau depuis quelques temps, c'était facilité. Mes autres collègues connaissaient un petit peu aussi les dossiers. Il y a beaucoup de thèmes qui sont imbriqués les uns dans les autres. Donc, elle a été aussi épaulée par mes collègues sur place. D'accord. Selon vous, quelles sont les ressources que vous avez mis en exergue pour faire en sorte de pouvoir maintenir la continuité de votre activité professionnelle? En me rendant disponible de cette façon, je pense. Oui. Même s'il y avait un côté qui maintient un petit peu le stress, on continue à se préoccuper des dossiers, qu'ils soient respectés, qu'ils soient faits comme on le souhaite. On n'est pas complètement dégagé de ce souci-là. Mais ça s'est fait progressivement. Quand elle a cessé de me solliciter, après, je n'y pensais plus. Mais c'est vrai qu'au début, on n'est pas complètement déchargé de ce souci professionnel. Oui, il reste une charge mentale. C'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Merci. Alors, quels seraient les indicateurs qui pourraient vous permettre de voir que vous avez accompagné le départ? Alors, on vous en a décliné quelques-uns, comme l'espace de dialogue propice. On l'a entendu avec Valérie qui a témoigné, ô combien de pouvoir échanger, de pouvoir communiquer au mieux, eh bien, c'est nécessaire, vraiment. Donc, pour la stabilité du service, ça peut être des entretiens systématiques, formels, non formels, pré- et post-maladie d'ailleurs. Principe du respect de non-discrimination dans l'évolution professionnelle. La stratégie de communication adaptée en lien avec le médecin du travail et le RH, c'est une préconisation. On n'a pas entendu, Valérie, effectivement, le lien avec le médecin du travail. Je l'ai revu simplement pour la visite avant la reprise. D'accord. Première fois. Et puis, au moment de la reprise, après, à plusieurs fois, parce que j'ai prolongé mon temps partiel thérapeutique. Donc, on s'est vu 2 ou 3 fois. Voilà. D'accord. Donc, effectivement, le médecin du travail peut être sollicité en proximité ou non. Tout dépend effectivement les rapports entretenus et la mobilisation que le salarié ou l'employeur va mettre en place avec son service de santé au travail. La souplesse des horaires, l'indulgence quant aux absences non anticipées. Effectivement, on le voit, les absences peuvent être très soudaines, imprévues. Donc, ô combien la souplesse organisationnelle est importante. L'aménagement des conditions de travail. C'est vrai qu'on a tout de suite le réflexe de dire mettre un temps de télétravail. On s'aperçoit que ce n'est pas forcément la solution idéale. Sachez que le Nouvel Institut, qui est une association qui conceptualise des projets d'innovation ouverte, va au-delà et tente de dire comment on peut transformer
cette lourdeur administrative qui incombe aussi à l'employeur. Donc, des expérimentations ont été menées pour agir sur les outils et les pratiques RH, sur l'évolution du code du travail. Mais là, ce sont des travaux qui sont en train d'être réalisés, mais je vous invite à aller consulter le site internet du Nouvel Institut et vous allez voir les travaux qui sont en cours de réalisation, qui sont importants, parce qu'il y a des leçons à tirer aussi sur les expérimentations qui ont été mises en œuvre. Faire reculer la culture du présentéisme avec les réunions tardives. On l'a vu tout à l'heure, il y a la fatigabilité qui est assez importante, donc attention et vigilance à ne pas non plus alourdir le temps de travail avec des réunions. Et la souplesse du télétravail, oui, effectivement, ne pas mettre un cadre trop rigide pour permettre vraiment, eh bien, pour déployer, je vais dire, la qualité de vie du salarié, mais aussi du collectif. Est-ce que vous avez autre chose peut-être à rajouter? Je m'adresse à Ludovic, à Sophie ou à Valérie, au regard de ces indicateurs qui permettent d'accompagner le départ. Non, moi j'ajouterais qu'effectivement, hein, vu les nombres de personnes qu'on a accompagnées et surtout sur le retour, l'important c'est d'initier le dialogue le plus tôt possible, tout en respectant l'intimité de la personne. Voilà, mais c'est d'essayer au maximum pour les personnes qui sont dans les services RH ou qui sont au niveau des collègues, d'initier le dialogue et de laisser, de laisser la porte ouverte justement aux personnes qui sont touchées pour pouvoir dialoguer, être à l'écoute et puis surtout de ne pas être dans une notion de jugement, d'a priori, parce que voilà, la personne, si vous lui envoyez un SMS en tant que collègue et qu'elle ne vous répond pas, c'est pas qu'elle ne veut pas, c'est que peut-être elle ne peut pas, ou c'est peut-être pas le moment. Et le moyen le moins agressif que nous on constate, c'est quand même le SMS. Comme ça permet à chacun de pouvoir répondre au moment où il le veut et quand il le veut. Et n'attendez pas forcément une réponse. Et c'est pas pour les personnes que moi j'ai accompagnées, hein, comme le disait Valérie aussi, c'est que ça leur fait une pensée positive. Et cette pensée positive, elle est bénéfique en fait dans le processus de guérison aussi. Et il n'y a pas forcément un échange. Voilà. Et puis je réponds aux questions aussi dans le fil de discussion en même temps, c'est pour ça. Oui, il y a la notion d'empathie que Valérie a effectivement définie, qui est très, très importante dans les relations avec le collectif. Et puis, on va en parler après de la notion de l'absence, mais il y a des notions qui sont Séverine, tu le disais tout à l'heure, à inventer en fait. Il y a le formel, Ouais. Voilà ce qui est prévu par la loi, par le Code du travail, et par je dirais, l'aspect un peu classique des choses, parce que je pense que effectivement tout le monde en termes d'accompagnement, d'annonce, d'accompagnement, de gestion de cette maladie dans l'entreprise, ben voilà, on n'est pas tous je vais pas dire, enfin, armés de façon voilà, c'est de façon différente, quoi. Et la gestion doit être faite de façon différente et d'accepter de dire, on peut innover aussi. On peut avoir, voilà, d'inventer des choses dans son entreprise et avec le ou la salarié. Il y a donc effectivement, on a eu un entretien avec Pascale Levé, qui est notamment voilà, directrice de l'IAE sur Lyon et qui travaille avec la direction de l'innovation de la GFIP. Ils sont en train de faire effectivement une étude sur les personnes atteintes notamment du cancer du sein. Et elle nous expliquait que selon les histoires de chaque entreprise
et de chaque salarié qui sont atteints de cette maladie, il y a des choses qui s'inventent, qui s'expérimentent. Donc, il faut aussi être voilà, capable de se dire, il y a le cadre. Enfin, voilà, c'est comme, je dirais, dans la notion du travail, il y a le travail prescrit, il y a le travail réel. Et pour voilà, par rapport notamment à cette maladie, il y a ce qu'on peut aussi inventer. Et il faut voilà, il faut oser. Et la communication est primordiale entre effectivement, l'entreprise, le collectif, le manager de proximité, les collègues, et puis la personne qui a cette maladie. Voilà. Merci. On va en fait aller maintenant sur le départ, les départs, hein, parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y en a pas qu'un seul, mais plusieurs. Donc, je vais laisser la parole à Sophie. Donc, effectivement, la question de s'adapter à l'absence, c'est une absence qu'on pourrait qualifier d'absence un peu émotionnelle, en fait. Là, c'est parce que voilà, ça touche la maladie. C'est quelque chose de particulier. Et quand ça touche un ou une collègue, voilà, comment le collectif de travail, comment le manager de proximité le vit. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Parce que voilà, ça a des conséquences aussi effectivement sur le collectif de travail. Alors, vous aurez effectivement le support a posteriori. Je ne vais pas forcément détailler l'ensemble des éléments qui sont présentés là sur l'écran. Sachez juste que par rapport à la période d'absence, il y a ce qui se joue au niveau du travail et de l'organisation du travail, et il y a aussi ce qui se joue au niveau des démarches administratives pour l'employeur. Donc, effectivement, en cas d'arrêt de travail pour maladie du salarié, l'employeur a des obligations bien particulières au début de l'arrêt de travail, en cas d'arrêt de travail prolongé. Tout à l'heure, Séverine parlait de 6 à 12 mois. Ça peut effectivement aller au-delà. Hein. Ça peut aller jusqu'à 3 ans d'arrêt, parfois 3 ans d'arrêt maladie. Et puis, donc, voilà, en cas d'arrêt prolongé, au-delà, et aussi au retour du salarié. Donc, il y a tout un tas je dirais, d'étapes pour l'employeur pour effectivement suivre cette période d'absence au niveau administratif. Donc, tout un tas d'obligations pour l'employeur voilà, durant toute cette période d'absence. On peut continuer ? Donc, il y a effectivement, parce qu'on parlait durant le chapitre précédent, la notion de respect de la vie privée et du secret médical. Ça, c'est un postulat vraiment primordial pour le salarié. La notion d'échange avec l'équipe et puis ses collègues de travail, voilà, ça peut être effectivement, durant cette période d'absence, un élément important. De fait de garder le lien avec l'équipe. Et puis, la continuité du travail et la redistribution des tâches. L'organisation, effectivement, de cette absence, ça se fait aussi au niveau de la redistribution des différentes tâches de travail qui peuvent aussi être Alors, parfois, effectivement, c'est comment on annonce les choses au collectif de travail pour que ça ne soit pas vécu comme une surcharge de travail pour le collectif qui est toujours présent. Par rapport à ça, Valérie, comment ça s'est passé ? Alors, vous en avez effectivement donné quelques éléments, mais est-ce que vos collègues ont eu ce sentiment d'avoir des choses en plus à gérer dans leur quotidien de travail ou des choses nouvelles qui ont peut-être posé difficulté pour certains d'entre vos collègues ? Alors, tout ça a été quand même noyé avec toutes les incidences liées au Covid, en fait. Comme c'est vraiment tombé en même temps, ça a été tout un mélange et il y a des tâches qui ont disparu, qui n'étaient plus nécessaires du fait du Covid, du confinement, de nouvelles tâches qui sont apparues, des réorganisations.
Et là-dedans, se sont répartis mes dossiers auprès de mes collègues avec les heures supplémentaires de la nouvelle qui est arrivée. Donc, j'ai eu l'impression que c'était relativement indolore, c'est peut-être un grand mot, mais que ça se passait relativement bien. En tout cas, ils ont tout fait pour que moi, je ne ressente pas de culpabilité à cet égard, en tout cas. D'accord. Et par rapport, effectivement, les échanges, alors il y avait le groupe WhatsApp avec les collègues. Est-ce qu'il y a eu des moments de sollicitation de vos collègues, des moments voilà, de réunions de travail qui ont été organisées? Une fois que je me suis arrêtée, pas du tout. On m'a de temps en temps demandé des choses ponctuelles pour débloquer quelque chose parce que c'est moi qui savais, mais pas de Oui. réunion, pas de choses formelles comme ça, rien du tout. Rien du tout. D'accord. Oui, effectivement, il y a des savoir-faire du coup que vous aviez, que vous avez pu transmettre Oui. avec un listing peut-être, effectivement, des choses importantes C'est ça. à- J'avais fait un tableau avec, en fait, dans le temps. Voilà, c'était de façon chronologique. Et travailler dans un établissement scolaire, honnêtement, je ne fais pas le même métier en janvier qu'en mai, qu'en septembre, en fait, au gré des inscriptions, des Ah, diplômes, des examens, etc. Donc, j'avais vraiment fait quelque chose listé dans le temps. Voilà, les principaux dossiers avec les dates limites habituelles et avec voilà, où se trouvaient les dossiers et les interlocuteurs. Donc, il y avait vraiment une préparation au niveau de la réalité de votre travail, une préparation pour que le collectif ne se sente pas effectivement un peu parfois peut-être perdu. C'est ça. J'avais vraiment fait on va dire une ligne, voilà, une ligne de travail la plus détaillée possible. Et quand ils avaient des questions, eh bien, ils me sollicitaient. D'accord. Les traitements, on convenait d'un moment, en fait. Quand j'étais en traitement un petit peu lourd, on me demandait à quel moment c'était plus facile de me joindre. Et sinon, entre deux, voilà, c'était de manière tout à fait fluide. D'accord. Donc, effectivement, la continuité du travail a pu se faire voilà, de façon assez simple entre vous et puis vos collègues. Alors, une question au niveau de, alors c'est une hypothèse, mais est-ce que la question de l'ancienneté aussi dans le travail peut jouer dans la bonne continuité de la répartition du travail? C'est-à-dire que vos collègues avaient aussi un peu d'ancienneté? Oui. Vous étiez une équipe déjà formée depuis un moment? Absolument, oui. Ça faisait quelques années, voire une quinzaine d'années pour l'une, une dizaine d'années pour l'autre. Donc oui, on est une équipe qui a l'habitude de travailler depuis longtemps. L'une d'entre elles m'a aussi remplacée pendant mes 2 congés maternité, qui remontent à une bonne quinzaine d'années à peu près. Donc ça remonte, mais au moins elle avait travaillé sur mes dossiers. Et si elle ne travaillait plus dessus, elle en entendait encore parler, donc elle n'était pas complètement déconnectée. Nous sommes 5 dans le même bureau. Donc, en fait, on entend un petit peu parler des dossiers des unes des autres, ça nous est un petit peu familier et ça aide énormément, effectivement. D'accord, merci. Donc effectivement, par rapport à l'accompagnement durant la période d'absence, voilà, le fait de permettre la continuité du travail, c'est aussi quelque chose d'important pour le salarié qui n'est plus là et puis pour le collectif de travail pour que ça continue à bien fonctionner voilà, au niveau de la charge de travail. Alors, effectivement, par rapport je dirais qu'au niveau de cette absence, il y a, on peut dire peut-être 2 hypothèses qui se profilent. Soit effectivement, il y a des personnes qui préfèrent couper complètement durant leur période de traitement. Et puis, il y a des personnes qui vont avoir toujours un contact, alors plus ou moins ténu, hein, avec leur entreprise et le collectif de travail, et de plutôt se positionner comme quoi le travail, en quelque sorte, va permettre aussi de réaliser un travail de santé aussi pour soi, durant cette période d'absence. On peut continuer? Donc, l'accompagnement de la période d'absence, c'est anticiper, on a vu, organiser au niveau de la charge de travail, valoriser effectivement le feedback, de dire voilà, qu'est-ce qui se passe, l'évolution aussi, parce qu'il peut y avoir, l'entreprise peut connaître aussi des étapes de changement durant la période d'absence.
Et puis aussi garder le lien, néanmoins, ça nous semble important. Voilà, c'est aussi par rapport à ce que nous, on a pu constater sur le terrain, ça nous semble important de garder le lien. Si on revient en arrière, Séverine, la question de, effectivement, s'il y a des évolutions, comment ça se passe? Est-ce que Valérie, durant votre période d'absence, vous avez eu connaissance d'évolution au niveau de la réalité du travail? Est-ce qu'il y a eu des changements voilà, au niveau, vraiment par rapport à la réalité de votre travail et de l'organisation du travail? Alors oui, mais des changements qui n'étaient pas liés à mon absence au final, mais des changements qui sont toujours à ce jour très compliqués à intégrer et à absorber. Toujours liés au Covid, il y a eu des simplifications de procédures ou des nouvelles procédures plus compliquées. Pendant mon absence, il y a eu la fusion de l'Académie de Caen et l'Académie de Rouen. Donc, c'est mon interlocuteur principal, c'est le rectorat. Donc, beaucoup de choses ont changé. Les interlocuteurs ont changé également. Et surtout, au sein de mon établissement, nous venions de changer de logiciel pour la gestion des élèves. Et j'ai suivi la formation de base, on va dire, mais celle qui me concerne réellement, qui est, moi, je trouve, un petit peu une usine à gaz en plus. Voilà, j'étais absente voilà, pour la formation de la partie qui me concerne. Ce sont mes collègues qui ont suivi la formation et qui me répercutent maintenant et qui me forment en quelque sorte. Mais là, j'ai beaucoup plus de mal à m'y retrouver, en revanche. D'accord. Donc, du coup, vous avez eu connaissance de ces évolutions. Et est-ce qu'il y a eu, ça a suscité un petit peu de stress pour l'autre période qui est la période du retour? Oui, oui, oui. Ça m'inquiétait et à juste titre. Oui, c'est pas forcément, c'est pas évident. Okay, merci. On peut continuer? Donc, voilà, le lien avec l'entreprise, c'est vraiment à la personne de décider la nature et la fréquence des relations avec l'entreprise et puis avec ses collègues. Ça, on l'a un petit peu aussi évoqué tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment une décision individuelle. Et puis, voilà, ce que disait Ludovic tout à l'heure, c'est que parfois un collègue peut envoyer un texto pour prendre des nouvelles, savoir comment ça va, etc. Et s'il n'y a pas de réponse, bah quelque part, c'est pas grave, quoi. Voilà, la personne répondra peut-être plus tard ou ne répondra pas, mais il faut être en capacité, quand on est collègue de travail, bah, d'accepter aussi peut-être une fréquence de relations à géométrie variable, on va dire. Donc, comment faire, voilà, si le lien, il y a donc le salarié peut prendre effectivement, s'il y a un lien, le salarié peut prendre l'initiative du contact et informer telle ou telle personne. Il peut y avoir effectivement un camarade de travail attitré avec lequel le salarié va plus ou moins communiquer. Alors là, il y a quelques exemples de types de communication qui peuvent être développés, téléphone, SMS, déjeuner, visite. Valérie, vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez eu quelques visites quand c'était autorisé durant cette période d'absence. Est-ce que ça a été pour vous positif? Oui, énormément. Énormément parce que justement, enfin, à cette époque-là, les restaurants, les magasins, enfin, tout était fermé, donc pas d'activité extérieure. Je restais beaucoup chez moi et plutôt seule, donc oui, ça a été un soutien énorme. D'accord. Et effectivement, voilà, là, vous avez été plutôt dans le cas où il y avait plusieurs relais au niveau de l'entreprise, mais ça peut être aussi 1 ou 2 relais, par exemple, si le salarié le choisit. Et autre élément aussi, le salarié peut nous demander, voilà, avoir des temps d'échange, mais à des moments fixes aussi. Voilà. Donc, le lien avec l'entreprise, c'est à discuter, c'est à, voilà, et c'est la personne qui est malade qui doit décider de la nature de ces liens. On passe à la diapo suivante. Ludovic, je vous laisse prendre la main. Oui, j'avais pas remis mon micro. On va te parler du nouveau dispositif qui est encore
assez méconnu puisqu'il a moins d'1 an, c'est la mise en place des rendez-vous de liaison. Donc, ces rendez-vous de liaison permettent justement à l'entreprise, c'était souligné dans le chat tout à l'heure, c'est un moyen légal, je dirais, de pouvoir renouer un lien avec son salarié absent. Donc, le contexte sur ce rendez-vous de liaison, hein, c'est de permettre d'informer le salarié qui est en arrêt maladie de plus de 30 jours. Donc, pour ça, c'est toujours pour donner de l'information et recréer le lien. Alors, il ne s'agit pas de recréer un lien pour obtenir des informations sur le travail ou des choses comme ça, pas du tout. C'est aussi pour permettre et anticiper son potentiel retour en activité. Donc, c'est pour ça que j'ai cité, hein, il faut instaurer le lien, en instaurant le lien ou en le renouant, ou alors en le conservant quand il était déjà établi, et ça permet également de l'entretenir. Donc, ça permet aussi donc, de présenter les actions de prévention à la désinsertion professionnelle. Donc, c'est ce qu'on appelle la désinsertion, la désinsertion professionnelle, c'est pour éviter de quitter l'emploi, de perdre la compétence, de perdre la personne, de perdre l'historique du salarié au sein de l'entreprise. C'est aussi de pouvoir justement présenter la possibilité éventuellement de lui dire qu'il y a des dispositifs, de dire aux salariés qu'il y a des dispositifs de formation qui peuvent être mobilisés pendant l'arrêt de travail. Ça peut être de lui dire que si, en cas de séquelles permanentes, qu'il peut y avoir une mobilisation pour mettre en place des moyens permettant un retour au travail de manière plus facile, plus évidente pour le salarié. Alors, les acteurs qui sont autour des rendez-vous de liaison, donc c'est l'entreprise, le salarié, bien évidemment, en arrêt maladie, les acteurs de la prévention de la santé au travail. Donc, ça peut être soit un collectif de travail qui a été créé au sein des entreprises, qui peut avoir le référent handicap, le RH, le responsable hiérarchique, des collègues, les représentants des IRP, ou ça peut être juste un face-à-face, tout simplement. Il s'agit de garder le terme de liaison, d'accord, de garder le lien. C'est vraiment très fort là-dessus, quoi. Et il ne s'agit pas non plus d'anticiper et de mettre à la fin des rendez-vous de liaison, de dire vous allez reprendre à quel moment. Ce n'est pas l'objet. Ce n'est pas l'objet. Hein. Voilà, si des salariés sont là, ce n'est vraiment pas l'objet de dire à la fin de l'entretien de liaison, on m'a demandé quand est-ce que je pensais reprendre. Alors, il y a pense reprendre, peut toujours être libre, mais ce n'est pas quelque chose qui va être acté. Pour ça, il y a d'autres dispositifs, notamment la visite de pré-reprise et la visite de reprise. Alors, ces rendez-vous de liaison sont non obligatoires, mais fortement recommandés, et il faut en faire la publicité auprès des salariés pour justement finalement que cette initiative vienne de leur part, parce que ça veut dire qu'ils ont envie de garder le lien. Alors, ça peut être sur proposition de l'entreprise, sur proposition du salarié ou sur proposition des services de prévention et de santé au travail. Donc, il y a encore peu de retours sur ces rendez-vous de liaison de la part des entreprises parce que les enquêtes, puisque ce dispositif n'a pas encore un an et on ne peut pas, je dirais, avoir de mesures d'impact de ce dispositif. Mais par contre, il est essentiel puisque c'est un moyen réglementaire qui permet aux services, qu'ils soient au RH, référent handicap ou même collègues, eh bien de prendre des nouvelles dans un contexte réglementaire et éviter justement tout ce qui était certaines dérives qui auraient pu apparaître comme du harcèlement, quoi. Voilà. Et la personne n'est pas obligée d'accepter aussi, hein, voilà, le salarié.
Donc, ô combien il est important de faire la promotion de ces rendez-vous de liaison hein, qui sont pas forcément bien connus et appréhendés à leur juste titre. Voilà. Donc, et voilà, ça prépare justement. Non, il n'y a pas d'obligation de proposer ce rendez-vous dans la loi. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'obligation. Donc, bah, justement, ça prépare justement cette fameuse étape de rendez-vous liaison, prépare le retour. Je repasse la main Merci. à Séverine. On fait le lien. Donc, juste pour illustrer la notion de bienveillance qui était développée dans au niveau du lieu de travail de Valérie. Je vous laisse commenter, Valérie. Tout à fait, ça reste un très beau souvenir. Donc, effectivement, voilà, je travaille dans un établissement scolaire et voilà la photo qui est prise avec les personnels et les élèves de l'établissement, donc en hauteur, une forme de cœur et le ruban d'Octobre Rose. Donc ça, forcément, c'était quelque chose qui était très touchant, très émouvant pour moi. J'avais été aussi destinataire d'une vidéo qui regroupait l'ensemble du personnel, une cinquantaine, une soixantaine de personnes. C'était un montage où chacun était habillé en rose avec voilà, une posture toujours affectueuse à mon égard et un joli montage avec de la musique. Donc voilà, ça, ce sont des initiatives qui sont très émouvantes, très touchantes et qui portent vraiment sur le long terme. Et on se dit que c'est aussi important parce que, en fait, votre employeur aurait pu uniquement mobiliser vos collègues, le collectif de travail. Alors là, en fait, on voit que même les élèves ont été sollicités pour participer à cette action. Absolument. C'est ce qui m'a aussi beaucoup émue. Alors, les élèves ne savaient pas particulièrement à qui ça s'adressait. C'était une action du coup un petit peu générale pour la cause, mais les adultes savaient et c'était vraiment touchant. Est-ce que ce type d'action avait déjà eu lieu auparavant ou non? Non, c'était la première fois. Et oui, c'était la première fois. Et l'année dernière, elle a eu lieu à nouveau. Et j'ai un petit peu envie de dire malheureusement, parce que j'ai une collègue qui a suivi, qui est actuellement en cours de traitement contre un cancer du sein également. Mais voilà, nous avons fait la même démarche, mais cette fois en forme de ruban, le ruban de la Ligue. Et voilà, sauf que là, cette fois, j'avais la chance d'être là et de participer. Et c'était aussi vraiment très émouvant. Mais 2021 a été la première initiative dans mon établissement pour moi et ça restera gravé en tout cas pour moi. On peut dire alors que, en plus de ce message de soutien, nous voyons là en fait une réelle action de sensibilisation aussi Exactement. à la maladie. Oui, exactement. Oui, c'était tout à fait l'occasion, effectivement, même en s'adressant aux plus jeunes, de sensibiliser par rapport à la maladie. Merci. Merci, on va continuer. On verra tout à l'heure effectivement la photo de 2022 où vous êtes, vous êtes sur la photo, Valérie. Donc, voilà, par rapport à ce qu'on voulait parler aussi avec vous ce matin, il y a la notion du retour, de la réintégration de la personne qui est partie depuis plusieurs mois parfois. De dire voilà, là, alors on cite là effectivement Pascal Levé et Antoine Dezalé, la santé qui ne se résume pas à l'absence de maladie se reconstruit aussi au contact de l'activité de travail. Voilà, on a pu se rendre compte de par des études, de par des entretiens que voilà, le travail pouvait aussi, dans cette, au niveau de cette maladie, facteur de reconstruction pour la salariée. Donc, c'est aussi à prendre en compte. Alors, quelques chiffres sur lesquels on va pas non plus trop s'éterniser, mais 80% là, de salariés reprennent une activité professionnelle dans les 2 ans après le diagnostic. Donc,
c'est quand même un élément important. Après, l'idée, c'est de voir dans quelles conditions les salariés reprennent. Qu'est-ce qui a été mis en œuvre pour qu'ils reprennent dans de bonnes conditions? Ça, c'est une autre question. Il y a parfois des aménagements au niveau des postes de travail qui peuvent être effectivement développés. Alors, aménagement, on peut dire, on a parlé tout à l'heure de la notion de temps partiel, mais ça peut être aussi d'autres types. Là, c'est plus au niveau organisationnel, mais ça peut être aussi des aménagements voilà, pour d'autres ordres. 51% des Français considèrent que lorsqu'on a un cancer, on n'est plus capable de travailler comme avant. Alors, idée reçue ou pas. Je dirais, voilà, par rapport à ça, par rapport à votre expérience, Valérie, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la reprise est assez récente. Ça fait 1 an, le temps de retrouver ses marques, etc. Oui. Je n'ai pas encore un recul énorme, mais j'aurais tendance à penser qu'effectivement, c'est différent parce qu'au niveau de la vivacité d'esprit, la mémorisation, je trouve que il y a une perte. Après, comme maintenant je travaille vraiment peu, 16 heures, c'est aussi compliqué de retrouver ses marques quand on vient peu souvent. Parce que voilà, se réapproprier les process, si on s'y met qu'une fois par semaine, c'est quand même plus compliqué que si on s'y met tous les jours. Et puis, il se passe beaucoup de choses pendant mon absence, forcément, je suis plus souvent absente que présente. Donc, voilà, le temps partiel, c'est vraiment très, très bien au niveau de la fatigabilité, mais ça complique la réappropriation des compétences professionnelles. Alors, il y a un pourcentage un petit peu plus bas, qui est 63,5% des personnes souffrent de séquelles dues au cancer ou à ses traitements jusqu'à 5 ans après le diagnostic. Est-ce que vous pensez être dans cette catégorie? Est-ce que voilà, sur la question de la mémoire, est-ce que ça, c'est dû les conséquences de la maladie, à votre avis? Je pense. Est-ce que c'est dû à la maladie, au traitement passé ou encore au traitement en cours, étant donné que je suis toujours sous hormonothérapie, je ne sais pas. Mais je trouve que voilà, il y a des liens que je ne fais pas de façon aussi rapide, voire pas du tout. Il m'arrive de raccrocher et une collègue m'apporte un élément dans la conversation et je dois rappeler parce que ou je me suis trompée ou c'était pas complet et je me dis qu'avant ça ne serait pas arrivé. D'accord. 20% des salariés déclarent avoir fait l'objet de mesures discriminatoires, perte de responsabilité, refus de promotion ou d'augmentation. Donc ça, c'est un élément aussi à prendre en compte voilà, dans le parcours professionnel du salarié et comment voilà, on met en place une organisation bienveillante pour ne pas qu'il n'y ait pas ce développement de mesures discriminatoires dans l'entreprise. On peut continuer? Donc, au niveau du retour, alors quels enjeux? Alors, du côté effectivement du salarié et puis de l'entreprise, il y en a on voit effectivement différents types d'enjeux. La notion de la fatigabilité, tout à l'heure, vous en avez parlé un petit peu, Valérie, effectivement, ça c'est un élément à prendre en compte. Des douleurs aussi, troubles du sommeil, parfois des moments d'anxiété et ou aussi de dépression qui peuvent apparaître. Sentiment parfois d'être hors circuit par rapport à l'évolution du travail et puis aux nouveaux process qui ont pu être mis en place. Et diminution de la confiance en soi et perte d'estime de soi. Donc, par rapport à ça, c'est qu'est-ce que l'entreprise met en place pour rassurer, pour accompagner le ou les salariés qui, durant leur retour en emploi, voilà, n'aient pas ces sentiments-là et voilà, pour faire face à ces éléments. Donc, du côté de l'entreprise, l'environnement professionnel qui a été parfois modifié, là, on vient de le dire. Sur la question du remplacement aussi, quand il y a effectivement un arrêt de longue durée, comment ça se passe? Est-ce qu'on remplace de façon systématique ou pas? Est-ce qu'il y a une redistribution de la charge de travail au niveau des autres, du collectif?
Et puis, la notion, effectivement, de l'aménagement du temps de travail suite au retour du salarié et puis des responsabilités. Par exemple, alors, on a parlé effectivement du temps partiel thérapeutique dont vous avez bénéficié, je crois, Valérie. Il y a aussi la notion on redistribue le contenu des missions. Alors, voilà, bon, là, l'exemple pour un manager, de façon temporaire, alléger la notion des responsabilités. Ça peut être une solution parmi d'autres quand il y a effectivement un retour en emploi d'un manager de proximité. On peut continuer? Voilà. Donc, quelles mesures peuvent être prises pour préparer le retour en emploi du salarié? Donc, il y a effectivement la visite de pré-reprise auprès du médecin du travail qui peut être aussi demandée par le salarié. On peut aussi voir son médecin conseil, enfin, le médecin traitant, pardon, et puis il y a le médecin conseil de la CPAM aussi peut être vu. Est-ce que ça a été le cas pour vous, Valérie? Médecin traitant, pardon, vous avez été suivi Oui, le médecin traitant, c'est celui qui fait les arrêts de travail. En fait, j'ai l'impression qu'il souhaite qu'on reste en contact avec notre médecin traitant, même si j'étais suivie au centre Henri Becquerel, mais régulièrement, j'avais contact avec mon médecin traitant et je pense que c'est bien de rester en contact avec lui parce que c'est voilà, l'univers d'origine. Et le médecin conseil, oui, j'ai eu contact avec lui. C'est à l'initiative de la CPAM. J'ai eu 2 rendez-vous téléphoniques en cours de traitement. Au début, je m'attendais plutôt à ce que ce soit pour un contrôle par rapport à mon absence, mais c'était vraiment quelque chose qui était vraiment dans l'accompagnement pour proposer des solutions au moment pour le temps partiel thérapeutique et puis pour ensuite la reprise de travail. Donc, il y a un parcours de soins qui est aussi là, effectivement, bien défini. Au niveau effectivement de l'organisation du travail, la notion d'anticipation est importante. Donc, s'il y a un lien qui est maintenu, cela veut dire effectivement que l'entreprise, normalement, connaît la date du retour du salarié. De même, effectivement, quand il y a la visite de pré-reprise, l'organisation peut être aussi adaptée pour effectivement mieux accueillir le salarié qui revient dans l'entreprise. Le jour effectivement, autre point important, donc le jour du retour, voilà, qui accueille? Est-ce que c'est le manager de proximité? Est-ce que c'est le responsable des ressources humaines? Est-ce que c'est le directeur de l'établissement? Pour notamment expliquer les évolutions dans le travail durant l'absence. Donc, voilà, ça, c'est aussi un moment important dans la phase du retour. J'avais pas terminé. Pardon, excuse-moi. J'avais pas terminé. Juste au niveau du collectif, effectivement, il doit aussi être préparé. Donc, le collectif du travail, hein, les collègues, ça doit être effectivement, ils doivent aussi être informés, notamment, pourquoi pas par le manager de proximité et puis le RH. Voir comment voilà, quelle attitude on va avoir, comment on va accueillir. Ça, c'est aussi important de savoir comment on se positionne en tant que collègue de travail dans l'accueil bienveillant du salarié. Et aussi, effectivement, on peut voilà, faire appel à un professionnel extérieur si besoin pour faciliter l'expression des peurs, des émotions. Comme on disait tout à l'heure que c'était une absence émotionnelle. Donc, voilà, il peut y avoir aussi des émotions enfouies, des choses qui doivent ressortir de la part du collectif de travail. Le retour, Valérie, il a été, voilà, ça s'est passé comment? Le premier jour où vous êtes revenue dans l'établissement?
Alors, j'avais déjà eu beaucoup de messages de bienvenue à partir de la veille par beaucoup de collègues. Et quand je suis arrivée, j'avais un petit cadeau sur mon bureau, j'avais une boîte de chocolat. Mes collègues s'étaient cachés, voilà, un petit peu, voilà, c'était vraiment, vraiment sympathique. Et alors, je commençais un après-midi et honnêtement, je n'ai pas beaucoup travaillé ce jour-là. Ça a été le défilé des professeurs et des collègues qui venaient passer D'accord, 5 minutes, prendre des nouvelles et m'accueillir. C'était vraiment très chaleureux, c'était très agréable. d'accord. Merci. Toujours au niveau du retour, si on continue, là, voilà, la visite de pré-reprise. Donc, il y a voilà, c'est effectivement, il y a un décret, c'est encadré. Donc, la visite de pré-reprise peut être effectuée pendant l'arrêt en cas d'arrêt de travail d'une durée de plus de 30 jours. Pour effectivement voir, anticiper le mieux possible les conditions de la reprise du travail. Donc, durant cette visite, le médecin du travail peut notamment recommander des aménagements et puis ou des adaptations au niveau du poste de travail. La notion de est-ce qu'on continue à faire le même travail, les mêmes tâches de travail ou pas par rapport à la suite et quand on revient dans l'entreprise. Et puis aussi, pourquoi pas des formations, de développer des formations professionnelles pour faciliter s'il y a une réorientation professionnelle pour le salarié. Voilà. Ça peut être discuté aussi au moment de la visite de pré-reprise avec le médecin du travail. Le retour, alors Valérie, vous nous avez effectivement expliqué que voilà, le premier jour, il y avait des petites marques d'attention. Bah, ça peut être effectivement voilà, des petites phrases ou gestes qui font du bien quand le salarié revient, des petits mots, je suis très heureux de vous voir revenir. Voilà, des petits cadeaux, comme vous avez effectivement parlé, des messages de soutien, d'affection par texto ou autre. Enfin, je dirais une anticipation du retour par mail aussi. Ça peut être une attention appréciée. Voilà, avoir effectivement un marquage pour le salarié qui revient et de dire bah, je reviens dans un collectif qui va m'accueillir et je suis attendu. Ça aussi, c'est important par rapport à cette première journée de reprise. Les leviers, alors voilà, quelques leviers pour favoriser aussi le maintien dans l'emploi. Donc, maintenir le lien. Bon, il y a des choses qu'on a déjà vues, mais maintenir le lien en proposant aux salariés absents de le tenir au courant de l'actualité de l'évolution de l'entreprise, pour notamment, effectivement, avoir toujours garder ce sentiment d'appartenance à l'établissement, à l'entreprise. Ça, Valérie, vous nous avez dit qu'effectivement, vous avez eu toujours ce lien. Donc, il n'y a pas eu de sentiment de dire, voilà, non, j'ai l'impression d'être décalée, de ne plus appartenir à l'établissement. Non, pas du tout. Non, non, je suis restée complètement en lien avec eux tout le temps, mais de façon du côté humain, pas du tout du côté professionnel dans un second temps. D'informer et de sensibiliser le salarié sur l'intérêt de la visite de pré-reprise, effectivement, pour qu'il puisse aussi exprimer ses attentes et construire avec lui éventuellement, s'il constat c'est de dire bah non, je ne veux plus être sur mon ancien poste de travail, mais je veux évoluer, bah, construire avec lui un nouveau projet professionnel. Et aussi, autre élément aussi pour favoriser le maintien dans l'emploi, construire avec le salarié un parcours de maintien ou de reprise en adéquation avec son projet professionnel. Par exemple, effectivement, de constituer une équipe pluridisciplinaire pour analyser les actions et une organisation à mettre en œuvre. Identifier et nommer un référent dans l'entreprise pour effectivement qui pourra être son point de contact et faciliter son retour à l'emploi. Mettre en place un entretien de retour aussi après une absence, quelle que soit sa durée. Tous ces éléments-là, ce sont des éléments effectivement à organiser
voilà, en vue du retour du salarié dans l'entreprise. On peut continuer. Sensibiliser aussi, informer les acteurs de l'organisation concernée sur les effets des pathologies et aussi les conséquences au niveau du travail. On peut peut-être, en tant que collègue, penser que voilà, quand il y aura effectivement le retour de notre collègue qui est parti pour plusieurs mois, pendant plusieurs mois, ça sera comme avant. Mais visiblement, si je ne me trompe, il peut y avoir des différences, des évolutions. Est-ce que par rapport à ça, vous avez senti effectivement que les collègues avaient été prévenus, sensibilisés? Prévenus et sensibilisés, je ne sais pas, mais vu qu'on est resté en contact tout le temps et qu'on a toujours parlé de tout cela, je pense qu'elle s'y attendait. D'accord. Ça peut être effectivement un levier à développer voilà, pour un meilleur accueil du salarié. Former les référents aux entretiens de retour à l'emploi et aussi accompagner les managers pour avoir les bons mots pour un accompagnement personnalisé. Accompagner aussi les managers dans la gestion du collectif qui peut être aussi impacté voilà, par cette absence et aussi voilà, il y a eu parfois une nouvelle organisation à mettre en place. Donc ça aussi, c'est important que les managers soient armés voilà, pour faire face aussi à ces changements. Et puis aussi, pourquoi pas donner la possibilité aux salariés qui revient voilà, d'avoir des adresses, notamment sur tout ce qui est association des patients et puis usager du système de santé, par exemple, aller voir avoir des éléments sur le service de prévention en santé au travail, assistante sociale s'il y a dans l'entreprise. Voilà, tous ces contacts-là qui pourraient être utiles dans le parcours de soins qui suit et voilà, suite à la reprise du travail pour le salarié. Je ne sais pas si vous avez des réactions, les intervenants. Non. Je pense que l'essentiel est dit concernant les leviers là présentés. D'accord. Sachant que de toute façon, tout à l'heure, on se prendra un temps pour avoir des questions et pouvoir y répondre au mieux. On a décidé de centraliser les questions à la fin du webinaire. Merci. Donc, alors, la suite. Ouais. Pour continuer, d'autres leviers pour favoriser le maintien dans l'emploi. Donc, nous allons vous présenter l'essai encadré. Alors, qu'est-ce que l'essai encadré? C'est justement pendant l'arrêt de travail, vous voyez, quand la personne est en doute sur finalement ses capacités. On l'a vu tout à l'heure, hein, ça peut atteindre les fonctions cognitives. On ne sait plus trop où on en est. On est coupé de son environnement de travail. Donc, l'essai encadré permet à un salarié de tester la compatibilité d'un poste de travail avec ses capacités sur son ancien poste de travail ou sur un nouveau poste de travail. Donc, il est de 14 jours, renouvelable dans la limite de 28 jours ouvrables. Donc, l'employeur est couvert en cas d'ATMP. Il se déroule, je vous l'ai dit, au cours de l'arrêt de travail. Alors, il y a des conditions. Il est nécessaire d'avoir l'accord du médecin traitant, du médecin conseil, mais également du médecin du travail. Donc, vous voyez, il y a quand même des préconisations à prendre avant la mise en œuvre de l'essai encadré. Il existe également la convention de rééducation professionnelle en entreprise qui provient du décret du 16 mars 2022. Alors, cette convention, ça peut en fait être une formation individualisée et tutorée dans la limite de 18 mois
C'est un dispositif qui est mobilisable lorsque le salarié est en arrêt de travail, mais il ne peut plus exercer son activité dans les mêmes conditions. Donc, il permet aux salariés de se former à un nouveau métier compatible avec son état de santé dans son entreprise d'origine, mais aussi dans une nouvelle entreprise. Il est conclu entre l'employeur, l'assurance maladie et le salarié. On en a parlé, il y a aussi le temps partiel thérapeutique, l'aménagement des horaires, des tâches, de la responsabilité, du poste de travail et de son environnement. Le télétravail, bien entendu, ne l'excluons pas. La RQTH, effectivement, qui peut être parfois mal perçue, mais qui est aussi importante. Voilà, peut-être Valérie, un regard porté sur ces différents leviers. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre regard porté? Alors, j'ai trouvé très, très bien l'idée du temps partiel thérapeutique pour une reprise progressive. Ça, j'ai vraiment trouvé ça très bien. J'ai vu arriver l'échéance avec un petit peu d'inquiétude et je ne me sentais pas prête à travailler davantage et à retrouver certains dossiers qui me faisaient peur au niveau de la responsabilité, justement. Et dans l'aménagement des tâches, je pense qu'il est intéressant de voir dans quelles tâches le salarié se sent prêt ou pas à reprendre des responsabilités parce qu'on est plus à l'aise dans certains domaines que dans d'autres. Merci. Soulignons également le rôle primordial des services de prévention santé au travail pour l'accompagnement, le maintien et le retour dans l'emploi. Mais j'ai envie de dire, soulignons le rôle primordial des acteurs internes également et externes, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un véritable maillage des acteurs pour favoriser le maintien dans l'emploi de ces personnes atteintes de cancer, vraiment. Je vous laisse la parole. Oui. Ludovic? Oui, donc là, j'ai fait un focus sur les dispositifs pour favoriser le maintien dans l'emploi. Donc, effectivement, hein, comme le soulignait à Séverine, l'importance des services de santé au travail qui sont à l'intersection justement entre l'accompagnement, j'ai différencié l'accompagnement du salarié et les actions de sensibilisation, les actions en entreprise, que sont la sensibilisation, l'accompagnement des équipes et du collectif. Donc qui ont un rôle central puisque ils accompagnent aussi bien les salariés que l'entreprise, puisque c'est le relais incontournable du retour en emploi. Donc, je vous présenterai après le dispositif que nous, on a mis en œuvre, qui s'appelle l'ANIAC. Hop. Oui, Ludovic? Puisqu'il s'agit aussi de mettre en œuvre, j'espère que je ne vais pas être coupé, de mettre en œuvre… Ludovic, pour ma part, je ne vous ai pas entendu, vous avez été coupé tout à l'heure. Oui. Est-ce que vous pouvez juste revenir sur la diapo? J'ai mon réseau qui est tombé. Voilà. Donc, les actions en entreprise, c'est aussi de la sensibilisation et ne pas attendre que le présente pour apporter des solutions. Donc, il s'agit de mettre en place, notamment grâce au dispositif que la Ligue Entreprise met en place, qui consiste à sensibiliser l'ensemble des salariés par le biais d'un jeu qui est axé sur les actions de prévention et de dépistage, mais également aussi sur ce jeu qui est présenté par la Ligue, qui permet aussi de mettre en avant certains séquelles qui sont liées à la maladie, notamment ce que disait tout à l'heure Valérie, la concentration qui peut être amoindrie, la fatigabilité qui à un moment peut être plus élevée. Voilà, des choses comme ça qui permettent justement à l'ensemble des collègues de pouvoir déjà être sensibilisés en amont, et ça fait partie des actions de prévention primaire. Donc, il y a… j'ai cité notamment et ses conseils avec notre programme que je détaillerai tout à l'heure. Il y a Colline, il y a Entreprise et Cancer,
Il y en a d'autres aussi. Et puis, au niveau de l'accompagnement des salariés, du salarié, il y a évidemment il y a Cap Emploi aussi, hein, qui œuvre aussi auprès des salariés et des agents de la fonction publique, puisque j'ai vu que sur le fil, il y avait des personnes qui citaient la fonction publique. Et puis, des associations comme l'ANIAC Lasso. Il y a également aussi, j'ai différencié, j'ai fait ces deux gros ensembles où là, on accompagne les personnes, on est physiquement présent. Et puis, il y a également des plateformes numériques qui apportent des informations et qui sont un soutien pour les salariés. Donc, il y a Alex et puis My Cancer Network qui permettent justement d'apporter des informations et de soutenir les salariés et les patients dans ce chemin qui est le retour en activité. Et je veux bien, Séverine, que vous avanciez. Donc, les deux dispositifs, donc d'un côté, on a l'ANIAC, qui est une association qui accompagne les personnes sur le chemin du retour à l'emploi. Donc, c'est un accompagnement qui est prévu sur une durée de 6 à 12 mois parce que ça prend en compte la singularité de chaque personne. Chaque situation est unique. Voilà, il n'y a pas de prérequis il n'y a pas un dispositif qui va dire au bout de 6 mois, tu vas pouvoir reprendre. Non, ce n'est pas ça. Ça peut être au bout de 5 mois, ça peut être au bout de 9 mois, ça peut être au bout de 12 mois. Et en plus, quelquefois, le projet professionnel peut mûrir aussi. Donc, nous organisons des ateliers collectifs qui permettent justement de constituer un collectif de paroles et d'échanges sur des situations. C'est un encadrement réalisé par des coachs professionnels et qui sont formés aux problématiques du cancer. Il y a un énorme travail sur la confiance en soi qui permet justement d'être plus sûr. Valérie soulignait tout à l'heure le problème de la concentration, de quelquefois la perte de mémoire. Alors ça, oui, c'est vrai. Mais quand on est tout seul à se dire « Ah là là, je suis moins actif, j'ai moins de réactivité », ben, le fait de pouvoir le partager en groupe, aussi, on s'aperçoit que c'est pas seul, on n'est pas la seule personne concernée par cette problématique, qu'il y a d'autres personnes. Et puis, en fait, le programme aussi contribue à retrouver cette dynamique neurologique aussi qui a été altérée par les traitements et donc de réactiver les neurones. Voilà, et de se dire, eh bien, finalement, je ne suis pas aussi diminué que je pourrais l'être, mais finalement, je réactive, je me remets à niveau, je me relance dans une dynamique. Et aujourd'hui, on a un collectif qui est national de plus de 250 personnes. Et puis, on a l'autre… Oui, c'est vrai. Oui, j'aurais une petite question sur le pourcentage homme-femme. Alors, on est aujourd'hui, si on compte les gens qu'on a accompagnés à ce jour, on est entre 3 et 4% d'hommes, malheureusement. Ah, d'accord. Voilà. Alors, ça peut être lié à un problème de diffusion de l'information de programmes, de ce type de programme, qui est aussi, on a commencé à analyser. Déjà, d'une part, certains hommes n'aiment pas être accompagnés, n'aiment pas demander de l'aide. Donc ça, c'est lié au genre masculin, dont je fais partie. Donc voilà. Et puis, l'autre partie, c'est qu'on s'est rendu compte que certains services médicaux, notamment au niveau des hôpitaux, eh bien, ne présentaient pas ça aux hommes. Voilà. Donc là, on travaille avec d'autres associations, hein, notamment Sérum et Balafre, pour justement essayer de faire changer ce regard et de dire, bah oui, les hommes ont autant besoin d'être accompagnés et donnez-leur l'information. Voilà. Donc, et là, à partir de là, sur les nouveaux groupes que nous avons, notamment sur le groupe qui va démarrer à Rouen, on a un homme qui est venu qui est très enthousiaste pour rejoindre le groupe. Et sur Paris, on a également deux nouveaux hommes. Donc là, nos statistiques vont monter d'un coup.
Euh, et puis aussi, l'autre chose, c'est que les pathologies des cancers qui touchent les hommes apparaissent un peu plus tardivement dans la vie professionnelle, voire hors vie professionnelle. Je pense notamment en grande partie sur le cancer de la prostate qui arrive lorsque les personnes ne sont plus forcément en activité professionnelle. Voilà, c'est ça qui peut expliquer en partie pourquoi on a peu d'hommes pour l'instant sur nos programmes. Et un des autres dispositifs, c'est donc accompagner les entreprises sur le réaccueil des personnes qui ont été touchées par la maladie. Donc, c'est mettre en place, ça peut consister à la mise en place de rencontres avec les services RH et la mission handicap. Ça peut être l'animation d'ateliers de sensibilisation sur la reprise de poste, l'organisation de conférences sur le retour en emploi, l'accompagnement du collectif de travail sur le retour en poste, travailler justement comment est-ce qu'on peut prévoir ce retour. Valérie le disait tout à l'heure, il y a un double effet aussi avec la période Covid, mais il peut y avoir tout simplement la vie de l'entreprise pendant la durée d'absence du salarié, elle continue. On va changer de version de logiciel, voire changer totalement de logiciel. Eh bien, en fait, quand on est au sein de l'entreprise, on le vit, on est peut-être accompagné par des journées de formation. Mais quand on est à l'extérieur, on redécouvre finalement un nouveau dispositif, un nouvel environnement. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aussi anticiper ça et prévoir que quand le salarié revient, il va peut-être falloir lui montrer, lui laisser un peu de temps, lui prévoir une petite formation. Et puis, ça peut passer par des médiations entre les parties parce que le maintien parfois en poste ne peut pas forcément être possible. Donc, c'est faire de la médiation pour trouver la meilleure solution pour que chacun puisse, aussi bien du côté entreprise que du côté salarié, puisse sortir la tête haute de cette situation et rebondir après cette épreuve du cancer. Et puis également, le dernier point, c'est accompagnement au changement de poste si c'est nécessaire et dans les démarches nécessaires. Et puis aussi, et pour finir, chose qui est importante, c'est de suivre le salarié après sa reprise. C'est-à-dire, c'est pas une fois qu'on a fait la reprise, tout ne s'arrête pas. Il faut aussi continuer à penser et à mettre en place des points de suivi réguliers pour savoir si finalement, tout va bien. Le poste finalement correspond toujours à ce que la personne attendait. Et pour finir sur les personnes, pourquoi elles viennent nous voir, les salariés, qu'ils soient salariés aussi, c'est que le cancer, ça bouscule les personnes, ça ça peut redonner un nouveau sens à leurs envies, redonner des priorités différentes. Et donc, quelquefois, ça peut remettre en cause aussi leur implication peut-être dans l'entreprise ou se dire, finalement, je voudrais donner un nouveau sens à ce retour et être peut-être plus impliqué vers les autres, plus impliqué pour informer. Il faut savoir peut-être saisir en tant qu'entreprise, quand c'est possible, dans la mesure du possible, utiliser cette énergie finalement de sensibilisation et pourquoi pas étudier ensemble avec le salarié concerné, si elle le souhaite, d'être un peu un rôle modèle pour dire finalement, je suis passé par là, j'ai été super bien accompagné par mon entreprise, et je le fais savoir. Si Valérie est là aujourd'hui, c'est aussi parce qu'elle a accepté ce rôle de témoigner et de dire, pour moi, voilà, ça s'est passé, ça s'est bien passé. On va pas mettre il y a certainement eu des écueils à des moments donnés, mais c'est pas grave parce que le fait de témoigner, de dire, voilà, moi je suis là et je le dis, ça se passe bien dans les entreprises, autant le mettre en avant. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, je pense, au sein des entreprises,
C'est le rôle modèle qui dit ça se passe bien ça s'est bien passé pour moi. J'ai pas peur d'en parler. J'ai pas peur de dire que j'étais touché par une maladie. Et ça libère, justement, ça peut libérer la parole de certains et de pouvoir libérer le dialogue sans stigmatisation, surtout. Voilà, voilà l'expérience que moi, je peux apporter. Est-ce que vous avez un regard un peu plus aiguisé sur peut-être des secteurs d'activité en fait, dans votre association qui ont été le plus mobilisés, fonction publique ou pas? Enfin, est-ce qu'il y a des repères comme ça que vous pouvez nous donner? Alors, je dirais qu'il y a, on a les dispositifs au sein de la fonction publique sont différents de ceux du privé. Et l'accompagnement est différent. D'accord. Voilà. Dans le privé, il y a quand même un peu plus, pour le moment, de dispositifs qui permettent de porter les salariés, de les accompagner au mieux. Dans le public, ça commence à se mettre en place, mais les services RH ne sont pas forcément sensibilisés à ces problématiques, de travailler sur la mise en place de temps partiel. Ce n'est pas forcément toujours aussi évident, quoi. Voilà. Donc oui, je réponds à la question qui est posée. Est-ce que le cancer est considéré comme un handicap invisible? Oui. Il fait partie des 80% de ces handicaps qu'on ne voit pas. Et ce n'est pas marqué là. Et j'incite énormément aussi les personnes, s'il y a des personnes qui sont salariées, qui n'ont pas fait la demande auprès de la MDPH, de faire reconnaître ce handicap, même si c'est temporaire. Voilà. Merci, Ludovic. On continue encore une fois le webinaire avec un bel exemplarité. Valérie, je vous donne la parole. Oui, donc il s'agit de la fameuse photo de cette année à l'occasion d'Octobre Rose. Mes collègues ont réitéré cette initiative qui rassemble les élèves et les personnels enseignants et non enseignants. Donc là, j'ai la chance d'avoir pu participer. Donc, c'était vraiment un moment très émouvant pour moi. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est instauré maintenant dans l'établissement et qui aura lieu, je pense, tous les ans au moment d'Octobre Rose. Est-ce que en fait, il y a une communication autour de ces actions, je ne sais pas, sur votre site intranet ou par d'autres biais? Alors, à ma connaissance, c'est organisé, ce sont les enseignants qui en parlent aux élèves pour, ne serait-ce que la logistique, qu'ils soient habillés dans les couleurs demandées, rose et blanc. Et puis, à cette occasion-là, ils développent un petit peu effectivement le thème et les sensibilisent. Et puis, sur le site internet de l'école, je pense que ça s'est diffusé effectivement. Parce que je rejoins Ludovic sur la communication, sur l'information apportée lorsqu'il y a des actions vraiment belles et des réussites. Je pense qu'il est important de communiquer pour aussi inciter d'autres établissements, d'autres entreprises, d'autres administrations à faire de même, même si effectivement là c'est un engagement certain, mais il y a d'autres petites actions qui peuvent être mises en œuvre et qui sont aussi importantes en tous les cas. Est-ce qu'il y aurait d'autres points, d'autres choses à dire, à rajouter ? Peut-être, Valérie, en conclusion, au regard de ce que vous avez vécu, traversé, comment vous vous sentez et voilà, et quel mot vous mettez derrière cette expérience de vie vécue? Alors, cette expérience de vie, effectivement, je trouve, je vais vous énoncer un bilan
partagé. Je dirais qu'il y a un bénéfice secondaire très important au niveau humain, où j'ai vraiment, dans le monde professionnel comme dans le monde privé, eu la chance de développer de nouvelles amitiés, voilà, l'occasion de rencontres, d'approfondissement de relations avec des personnes avec qui je n'aurais pas pensé pouvoir être amie. Et pour l'instant, ça ne fait qu'1 an que j'ai repris, mais voilà, au niveau des neurones, comme disait Ludovic, voilà, j'aimerais bien retrouver l'aisance que j'avais avant et voilà, et la confiance en moi que j'ai perdue et voilà, un petit peu la peur à chaque fois que j'arrive au travail de trouver une situation un peu compliquée à cause d'une erreur commise la veille ou l'avant-veille, d'un oubli ou voilà, d'une mauvaise information que j'aurais transmise. Donc voilà, très bon bilan au niveau humain, un peu plus compliqué au niveau aisance professionnelle. Oui. Et sur le plan de la santé? La santé, ça va bien. Ça va bien. Voilà, je fais mes contrôles, à part la fatigabilité dont on parlait tout à l'heure, voilà, de temps en temps des douleurs, mais voilà. Et je suis encore en traitement pour l'instant, voilà, hormonal, au moins 5 ans. Mais voilà, la santé, ça va. Après, il y a toujours cette petite épée de Damoclès, voilà, au-dessus de la tête. On sait qu'il faut faire attention. Je parle au nom de tous et toutes, mais nous vous remercions pour ce témoignage, parce qu'on sait que ce n'est pas forcément facile de parler de soi. Vous avez parlé de votre intime et vous l'avez partagé avec une belle luminosité. Donc, merci en tous les cas, Valérie, pour ce témoignage. Merci à vous de m'avoir donné l'occasion d'apporter ma petite pierre à l'édifice par rapport à tout le soutien que j'ai reçu. Si ça peut donner des idées et inspirer voilà, d'autres personnes pour soutenir des personnes dans mon cas, ça serait très bien. Merci. Merci. Par rapport, pour continuer, effectivement, je dirais au niveau du témoignage de Valérie, qui voilà, a mis en avant l'aspect du collectif qui était vraiment très, très important en termes de soutien. On avait effectivement, alors on va peut-être pas mettre l'ensemble de la vidéo, Élodie, le témoignage du directeur de Publicis, Arthur Sadoun, qui a été diagnostiqué d'un cancer et qui met en avant le fait que le collectif, le soutien du collectif est vraiment très, très, très important. Je suis Arthur Sadoun, président de Publicis Group. Je suis là aujourd'hui parce que j'ai été diagnostiqué avec un cancer au mois de mars et je vais vous en parler, même si j'aime pas trop parler de moi. Ce cancer, c'est ce qu'on appelle le l'HPV, c'est le papillomavirus. En fait, cette affaire, elle s'est passée en 2 temps. Je me suis fait opérer. On s'est rendu compte que c'était donc de l'HPV et on m'a dit aussi qu'il fallait que j'ai un traitement préventif qui était fait de radio et de chimio. Je savais que mon corps allait changer, je savais que j'allais plus pouvoir voyager et donc j'ai décidé de le rendre public. Ça a pas pris très longtemps, mais ça a été une décision très difficile. D'abord parce que j'avais beaucoup de gens qui me disaient il faut surtout pas en parler parce que c'est un acte de faiblesse et tu peux pas te le permettre quand t'es à la tête d'une boîte comme Publicis. Sachant qu'en plus mon mandat s'arrêtait quelques mois plus tard. Et puis mon épouse, ma famille, mes amis proches m'ont dit écoute non, je pense que t'as raison, il faut le dire, donc je l'ai fait. Moi j'ai eu énormément de chance. Hein. D'abord on a détecté mon cancer très tôt, ensuite le pronostic était excellent, donc la probabilité que je meure était quand même très faible. Après j'ai eu un traitement très dur, mais je suis passé à travers, mais j'ai eu le soutien de ma famille, le soutien de mes collaborateurs, le soutien de mon conseil. Et puis, j'ai 51 ans, le plus gros de ma vie professionnelle, en réalité, est derrière moi. Ce qui était vachement frappant, c'est ce qui m'a touché le plus, c'est 2 cas. C'est les gens, notamment aux États-Unis, qui se disent « Waouh, j'ai un cancer, si demain je suis viré, et vous pouvez être viré en 1 semaine aux États-Unis, non seulement je vais perdre mon salaire, mais en plus je perds mon assurance maladie. » Là, c'est la fin. Hein. Quand vous connaissez le prix d'un traitement, c'est vraiment très difficile. Et puis le deuxième cas qui touche notamment les jeunes, hein, parce que vous pouvez l'avoir à tout âge, hein, il y a beaucoup d'hommes et de femmes, beaucoup de femmes en l'occurrence avec des cancers du sein, qui ont 30-35 ans et qui se disent « mais si on sait que j'ai eu un cancer à 35 ans, ça va m'empêcher de progresser dans ma carrière ». C'est pas acceptable ça. Je prends un peu d'eau parce que j'ai plus de glandes salivaires. En fait, la radio fait un peu de mal, donc j'ai toujours besoin d'un peu d'eau. Je fais pas de pub pour aucune marque. En fait, il s'est passé un truc vraiment très fort en réalité, c'est que
quand j'ai envoyé mon film interne pour expliquer à l'ensemble de mes collaborateurs qu'une fois de plus j'avais eu ce cancer, qu'il allait falloir que je reste à Paris et que je fasse un traitement préventif, j'ai commencé à recevoir des centaines puis des milliers de témoignages de gens de Publicis et puis de gens extérieurs à Publicis après parce que c'est devenu viral. Et au fond, ils me disaient tous la même chose. Ils me disaient, bon, bah, merci pour votre transparence. On a entendu ces 4 mots très difficiles. Hein, vous avez un cancer, pour nous, pour notre frère, pour notre sœur, pour notre femme, pour notre mari. Et à chaque fois, après avoir eu peur pour notre vie, parce que évidemment, la première question que vous vous posez, c'est est-ce que je vais survivre, on a eu peur pour notre travail. On a eu peur de le perdre, on a eu peur de plus pouvoir progresser, ou on a simplement eu peur de plus être au niveau et de décevoir les uns les autres. Et pour beaucoup d'entre eux, beaucoup trop en tout cas, il y a eu cette décision de le cacher. Et donc au fond, de se dire, bon, ben, je vais aller faire ma radio le matin, et puis après je vais aller au travail, et puis si je suis un peu patraque, j'inventerai une excuse. Je vais prendre une semaine pour me faire opérer du sein, sans le dire à personne. Ou pire encore, il y avait des parents qui avaient décidé de cacher le cancer de leurs enfants, juste pour pas donner un signe de faiblesse sur le lieu de travail. Et ça, j'ai trouvé ça, mais absolument inacceptable, la détresse de ces gens, alors que, une fois de plus, on doit tous être là pour soutenir les gens qui sont malades, et particulièrement sur le travail, m'est apparu comme insupportable. Et donc on a décidé de créer Working with Cancer, qui est une grande initiative. On dit, il y a grosso modo 50% des gens qui ont peur de dire à leur patron qu'ils ont un cancer, ou leur patronne. Ça, on va demander aux plus grands CEO mondiaux. On a Walmart, Carrefour, Bank of America, Citi, Google, Facebook, enfin on a tout le monde. On va leur demander de s'engager pour que leurs entreprises soient un endroit où on se sente en sécurité quand on a une maladie chronique. La deuxième chose qui est vachement importante, et peut-être encore plus en France ou dans les pays justement où on a moins de problèmes de sécurité de l'emploi quand on est malade, c'est du coaching individualisé pour vous dire c'est pas parce que vous avez un cancer que vous êtes au bout de votre carrière. Et en réalité, au contraire. Parce que je pense que quand on passe par des moments comme ça et qu'on a la chance de s'en sortir, on en sort plus fort. Et puis après, il y a un troisième point, c'est qu'on va aider aussi de manière individualisée ce qu'on appelle les aidants. C'est-à-dire les gens qui soutiennent des gens avec un cancer, des parents, des épouses, des époux, des frères, des sœurs. Parce que eux aussi, ils ont besoin d'aménager leur temps. On veut que toutes les grandes entreprises mondiales lèvent la main et disent on va appliquer cette charte, que derrière, évidemment, ça se développe sur les petites entreprises, qui est en train de se passer avec des actions concrètes. J'ai 2 messages en réalité. Le premier, il vient de mon expérience personnelle. Faites-vous vacciner contre le papillomavirus. Hommes et femmes, 80% d'entre vous vont avoir ce virus dans leur vie et le nombre de cancers sur ce virus ne va faire qu'augmenter. Ce que j'ai vécu, je ne le souhaite à personne et c'est quelque chose que tout le monde ici peut éviter. Le deuxième message, il est plus sur ce qu'on est en train de faire sur Working with Cancer, c'est que on a tous une responsabilité ici. S'il y a une personne sur 2 dans sa vie qui va être atteinte par un cancer, ça veut dire qu'on va tous vivre avec le cancer et qu'on va tous travailler avec le cancer. La bonne nouvelle, c'est que les gens meurent moins du cancer qu'avant. C'est-à-dire que depuis, je crois, une trentaine d'années, on a réduit d'1/3 les morts du cancer. Mais ça veut dire aussi qu'il y a plein de gens, et plus de gens, et tant mieux, qui vont vivre encore des décennies avec le cancer. Et beaucoup d'entre vous, hélas, en feront partie. Et donc on a tous une responsabilité pour aider tous ces gens qui souffrent, et pour l'avoir vécu, le soutien qu'on vous apporte, c'est 50% de la guérison. Et on a tous une responsabilité. Donc, effectivement, témoignage très fort. Le soutien qu'on vous apporte, c'est 50% effectivement de la guérison. Voilà, c'est vraiment très, très important. Et c'est aussi par le témoignage de Valérie qui, effectivement, qui nous a ô combien expliqué qu'il y avait eu un collectif de travail, un encadrement, une empathie qui avait été très, très importante aussi dans la phase de son absence et puis dans son retour. Donc, voilà, c'est vraiment un élément important, un message aussi qu'on voulait effectivement vous faire passer durant ce webinaire. Alors, je crois que si on continue, Élodie, voilà, il y a des ressources à votre disposition qui peuvent effectivement vous accompagner, alors aussi bien des guides, des livrets, des références qui peuvent effectivement… Alors là, il y a aussi notamment une boîte à outils qui peuvent vous accompagner
voilà, vous donnez des éléments de cadrage, si vous voilà, souhaitez mettre en place voilà, une démarche aussi de prévention dans votre entreprise. Tous ces éléments-là, vous pourrez les retrouver effectivement dans le PowerPoint qu'on va vous envoyer. Est-ce que vous avez voilà, quelque chose à rajouter pour conclure ce webinaire? Élodie, Ludovic, Valérie, Non, Séverine? peut-être juste pour conclure ce webinaire, remercier tous les participants du jour qui sont intéressés par la thématique. Et voilà, comme on a vu dans les témoignages, on est tous potentiellement concernés. Et voilà, c'est vraiment un sujet de société, un sujet d'entreprise qu'il faut aborder aujourd'hui et prendre à bras le corps. Et que bien sûr, on reste au-delà du support qui vous sera envoyé à votre disposition pour vous renseigner, vous accompagner sur le sujet, toutes les personnes qui sont ici autour de la table. Et remercier chaleureusement Valérie pour son témoignage très précieux qui en plus nous a permis de le rediffuser aussi a posteriori pour les personnes qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Et effectivement, on est là pour voilà, vous accompagner, voilà, que ce soit la GFIP, l'ANIAC ou l'ARACT, si voilà, vous avez l'envie de mettre en place une démarche de prévention, d'accompagnement par rapport à cette maladie. Donc, merci à vous. Merci à vous tous de l'écoute. On pourra également en fait vous mettre des liens sur les podcasts et les masterclass en fait du nouvel institut par rapport aux nouvelles expérimentations dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc ça, ce sont des liens aussi que l'on pourra vous envoyer et qui sont précieux pour faire évoluer notre système organisationnel, notre système socio-économique, pour faire bouger les lignes avec davantage de souplesse dans nos organisations. Et d'inventivité. Et d'inventivité, complètement. Et pour conclure aussi ce webinaire, on va vous souhaiter à tous une très belle journée et remercier tous les intervenants du jour. Merci Ludovic, merci Séverine, Sophie et Valérie pour ce très chouette webinaire. Très belle journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.